Cher maître, chers confrères, honorable assistance, tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Abdelkhadir de m'avoir invité pour participer à ce colloque international, pour partager avec vous en 15 minutes ce travail sur la dysfonction érectile chez le patient diabétique. Comme a dit Aristote, la verge comme le cœur sont des organes qui remuent par eux-mêmes. En guise d'introduction, la dysfonction érectile est une incapacité permanente ou récurrente pendant au moins 3 mois d'obtenir et ou de maintenir une érection suffisante pour réaliser un rapport sexuel satisfaisant. C'est une pathologie fréquente responsable d'une dégradation importante de la qualité de vie. Le terme impuissance ne doit plus être utilisé compte tenu de sa connotation péjorative. Comme vous voyez sur cette diapositive, la dysfonction érectile touche tout le monde, pays développés et en voie de développement, et on estime qu'en 2025, on comptera environ 322 millions d'hommes souffrant de dysfonction érectile. Avant de procéder à la prise en charge de la dysfonction érectile chez le diabétique, je vais ouvrir une parenthèse sur la santé sexuelle masculine. Et comme vous voyez sur cette diapositive, les 5 composantes de cette santé sexuelle masculine sont le désir, l'excitation, l'éjaculation, l'orgasme et la satisfaction. Toutes ces composantes dépendent d'une érection rigide. Comme vous savez, la vie sexuelle est considérée comme une grande priorité de vie. De ce fait, la satisfaction sexuelle liée à la rigidité de l'érection a un impact sur le bien-être et la qualité de vie de l'individu. La dysfonction érectile est une véritable détresse psychosociale du couple et aussi un important indicateur d'autres problèmes de santé, comme on va le voir. Elle s'accompagne de perturbations émotionnelles et relationnelles majeures, mais chez le diabétique, elle a des conséquences plus marquées, responsables d'une altération importante de tous les domaines de la qualité de vie et une moindre tolérance pouvant compromettre l'observance thérapeutique et l'équilibre métabolique. Dans plusieurs situations, le patient incrimine les traitements antidiabétiques ou même antihypertensifs comme étant responsables de sa dysfonction érectile et tend ou cherche ou même passe à l'acte et arrête ces traitements, ce qui peut compromettre, comme je vous ai dit, l'observance thérapeutique et l'équilibre métabolique. En France, une étude a montré que 82% des hommes souffrant de la dysfonction érectile veulent discuter leurs problèmes d'érection avec leur médecin et 69% des diabétiques préfèrent que le médecin aborde le problème. Et donc, à ce jour, le dépistage et la prise en charge des difficultés sexuelles chez les patients diabétiques ne font pas encore partie des pratiques systématiques, de nos pratiques systématiques quotidiennes. C'est pour cela que le dépistage d'une dysfonction érectile chez les patients diabétiques, chez nos patients diabétiques, doit devenir une priorité en pratique quotidienne. Du point de vue épidémiologique, la dysfonction érectile touche un homme sur 5 dans le monde, un homme sur 3 au-delà de 40 ans, mais chez le diabétique, elle est 4 fois et demi plus fréquente. Elle touche un diabétique sur 2, elle survient 10 à 15 ans plus tôt, mais c'est plus important, c'est sa valeur sémiologique. C'est une étape, elle témoigne d'une étape significative de l'évolution du diabète et de son retentissement. C'est un indicateur, c'est l'indicateur le plus fiable de l'aggravation du diabète. Et c'est le marqueur privilégié d'une possible ischémie jusque-là silencieuse, jusque-là méconnue. De ce fait, la dysfonction érectile est un symptôme prédictif d'une pathologie cardiovasculaire. On sait que le risque d'infarctus du myocarde est 3 à 4 fois plus élevé si la dysfonction érectile survient entre 40 et 55 ans en présence bien sûr de facteurs de risque et que la comparaison de la prévalence de la dysfonction érectile dans 2 groupes de patients diabétiques de type 2, ceux présentant une cardiopathie ischémique silencieuse documentée et ceux qui n'en présentent pas, la prévalence dans le premier groupe est de 33,8% versus 4,7% dans le deuxième groupe. Pratiquement un patient sur 3 dans le premier groupe présente une dysfonction érectile. Et actuellement, on dit que 6 hypertendus sur 10 souffrent d'une dysfonction érectile, 7 diabétiques sur 10 aussi, et 8 diabétiques hypertendus sur 10 souffrent d'une dysfonction érectile. De ce fait,
il existe une relation fortement significative entre la dysfonction érectile et la mortalité cardiovasculaire. Et je peux dire que la dysfonction érectile chez nos patients diabétiques peut constituer un signal d'alarme de l'existence d'une cardiopathie ischémique jusque-là non diagnostiquée. Du point de vue physiopathologique, comme vous savez, il y a plusieurs causes, psychologie, psychogènes, vasculaires, endocriniennes, neurologiques, iatrogènes, etc. Mais dans notre contexte du patient diabétique, le risque de la dysfonction érectile ne semble pas être lié au type du diabète, mais plutôt à son ancienneté. Comme vous voyez dans une étude qui a inclus 555 diabétiques, prenant en compte la durée d'installation du diabète, 6 patients diabétiques sur 10 traités depuis une moyenne de 5 ans souffrent de dysfonction érectile. Donc, les 2 tiers des patients présentent une dysfonction érectile. On a même trouvé que la plainte pour dysfonction érectile peut s'avérer assez souvent le seul symptôme d'alarme d'un diabète non diagnostiqué. Et donc, comme on a vu que la dysfonction érectile est un signal d'alarme d'une cardiopathie ischémique non encore diagnostiquée chez le patient diabétique, elle peut même être l'élément annonciateur d'un diabète jusque-là méconnu. Et donc, elle est un symptôme sentinelle. On peut la considérer comme un symptôme sentinelle. Comme vous voyez sur cette diapositive, la dysfonction érectile, elle est multifactorielle. Bien sûr, on peut voir que uniquement pour le diabète, il y a la composante neurologique qui intervient, pas pour les autres facteurs. Et donc, on a bien sûr des modifications fonctionnelles par la dysfonction endothéliale, des modifications morphologiques par l'athérosclérose. Les deux, ils vont agir sur l'insuffisance artérielle et la dysfonction caverno-veineuse qui vont par la diminution du flux artériel et le retour veineux excessif, rendre l'érection difficile, voire impossible. Et donc, comme on a vu pour le patient diabétique, donc, si la dysfonction érectile est multifactorielle, il y a la composante neurologique spécifique qui vient aggraver, s'ajouter sur les autres composantes responsables des processus physiopathologiques conduisant à la dysfonction érectile. Bien sûr, la dysfonction endothéliale actuellement, la dysfonction érectile est aujourd'hui considérée en particulier après 40 ans comme une forme clinique de la maladie endothéliale. Et bien sûr, les processus ischémiques dus à l'âge provoquent une diminution de la musculature lisse. Ceci est aggravé et plus rapidement installé chez le diabétique et entraînant ainsi une insuffisance de la compression du retour veineux. Comme vous voyez sur cette diapositive, le pénis est un organe vasculaire. Donc, il se compose de 3 cylindres, un corps spongieux qui entoure l'urètre et 2 corps caverneux qui vont accueillir le sang lors de l'érection. Et donc, on peut parler de ce qu'on appelle ou on appelle entre guillemets l'angor pénienne. Je m'explique. Si les phénomènes athérosclérotiques vont toucher toutes les artères du patient diabétique, c'est les artères péniennes qui vont faire parler d'eux les premières, parce que vu leur petit calibre, on aura rapidement les symptômes qui sont la dysfonction érectile. Pour les autres artères de plus grand calibre, on aura besoin de plus de temps pour avoir les symptômes. Et donc, l'angor pénienne, entre grands guillemets, va précéder l'angor cardiaque et l'angor cérébral, d'où la nomenclature ou l'utilisation du terme symptôme sentinelle d'une atteinte jusque-là silencieuse et non diagnostiquée. Pour le diagnostic, il faut tout d'abord caractériser cette dysfonction érectile, primaire ou secondaire, inaugurale ou réactionnelle, permanente ou situationnelle, mais le plus important, c'est la capacité érectile résiduelle. Donc, il faut rechercher la persistance des érections nocturnes et matinales qui constituent un facteur de bon pronostic et qui permettent de rassurer le patient. Bien sûr, il faut évaluer l'ancienneté du trouble, son retentissement et le contexte psycho-affectif, familial ou même professionnel du patient. Par exemple, comme vous savez, l'adrénaline, qui est l'hormone de stress par excellence, est responsable d'une contraction des artères et donc rendant l'érection difficile. À cela s'ajoute le rôle de la partenaire qui est un maillon important dans la prise en charge de notre patient diabétique souffrant d'une dysfonction érectile. L'interrogatoire
Bien sûr, il faut confirmer la plainte, il faut une écoute active sans préjugés, respectant la confidentialité. Mais là, j'insiste beaucoup sur la communication non verbale. Il faut regarder directement son patient, pas de regard fuyant. Il faut éviter toute expression inappropriée. Il faut se montrer très attentif à son patient. Et bien sûr, la question, elle est simple. Vous avez un problème d'érection ou manque de rigidité pendant les rapports. C'est simple et direct. Il faut chercher aussi l'association de troubles, d'autres troubles sexuels qui sont fréquents et qui sont considérés comme un facteur de complexité pour la prise en charge, les troubles du désir, les troubles de l'éjaculation, les anomalies de la rectitude de la verge, les plaintes concernant la taille de la verge, mais aussi il faut recueillir les renseignements sur la partenaire. Comme je vous ai dit, c'est un maillon important dans la prise en charge. Et donc, la ménopausée ou non, sa motivation, est-ce qu'elle présente des troubles sexuels, etc. Aussi, il faut rechercher les antécédents du patient, la chirurgie ou irradiation traumatisme abdominopelvien, une maladie psychiatrique, des facteurs psychosociaux comme on a parlé du stress, la sédentarité, le tabagisme, l'énomélisme, la prise de stupéfiants, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, la dyslipidémie, les affections neurologiques, les troubles mictionnels, notamment l'hypertrophie bénigne de la prostate, les endocrinopathies, une dysthyroïdie, un prolactinome, un déficit androgénique connu. C'est important de rechercher les signes du déficit androgénique parce qu'il est fréquent chez les patients de diabétiques de type 2 par la baisse de la libido, le nombre, l'altération du nombre et de qualité des érections nocturnes et matinales, la fatigabilité, les troubles de l'humeur, aussi chercher, guetter un syndrome d'apnée de sommeil et bien sûr étiqueter, connaître les différents médicaments pris par le patient, diurétiques, antidépresseurs, antihistaminiques et j'en passe. Chez les diabétiques, l'âge est important. Au-delà de 50 ans, c'est important de le mentionner. L'équilibre du diabète, bien sûr, c'est la pierre angulaire de la prise en charge. L'ancienneté du diabète, comme on a vu. Les traitements pris par le patient, on va voir ça pourquoi par la suite. L'installation des complications dégénératives, surtout la neuropathie autonome, comme on a vu dans les mécanismes physiopathologiques. Elle peut être objectivée par l'hypotension orthostatique, par la dysfonction vésicale, et bien sûr, comme vous savez, le patient diabétique est un patient immunodéprimé, il peut faire des infections urinaires à répétition, pouvant entraîner une gêne mécanique à l'érection. L'examen clinique doit être complet, avec un examen général, surcharge pondérale, mesure de périmètre abdominal, l'examen cardiovasculaire complet avec la prise de la tension artérielle, du pouls, des pouls périphériques, l'examen neurologique aussi, et l'examen urogénital par l'appréciation des caractères sexuels secondaires, du toucher rectal chez le patient au-delà de 50. Pour la biologie, outre le bilan métabolique complet, bien sûr, l'hémoglobine glycée, le bilan rénal, le bilan lipidique, etc., il faut demander une testostéronémie si on suspecte cliniquement un hypogonadisme, comme je vous ai dit, qui est fréquemment associé avec un diabète de type 2, et bien sûr, la majorité des patients, ils ont déjà pris le traitement médical par les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 et le résultat n'était pas fameux. Et donc là, c'est un élément qui pousse à demander un bilan hormonal, notamment dosage de la testostérone, pour voir, guetter s'il y a un hypogonadisme ou pas. Le dosage de la FSH et de la prolactine n'est pas recommandé en première intention, bien sûr, sauf s'il y a des éléments qui sont en faveur. Pour le traitement, on a le traitement non pharmacologique, modification des habitudes, action sur les facteurs de risque, l'activité physique, le régime, l'arrêt du tabac. Bien sûr, il y a le traitement pharmacologique par les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Il y a les traitements minimal invasifs par les injections intracaverneuses. Donc, on peut les utiliser en cas d'échec des inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 chez les patients qui, comme je vous ai dit, ne répondent pas au traitement pharmacologique. Donc, et ils ont un taux de réussite de 85%, surtout chez les patients diabétiques qui sont sous insuline, parce qu'ils savent s'injecter et utiliser le produit. Donc, on a aussi des systèmes vacuum. Donc, c'est un engorgement passif du pénis par un anneau qui est placé à la base du pénis pour maintenir une érection. Donc, pour cette technique, les taux de satisfaction sont variables de 27% à 94%. Pour la prostadine, qui est une solution introduite dans l'urètre, certes, elle est moins invasive, mais elle est moins efficace chez les patients diabétiques.
Pour les traitements invasifs, notamment les prothèses péniennes, ils ne sont pas indiqués chez le patient diabétique vu le risque infectieux majeur. Et donc, en résumé, comme vous voyez sur cette publication de 2019, les différents traitements de la dysfonction érectile, bien sûr, on a tout d'abord les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, la testostérone si on a l'hypogonadisme, bien sûr, la prise en charge psychologique, bien sûr, la prostadine, le système Vacom, et bien sûr pour les chirurgies, pour les implants, la chirurgie, comme vous voyez, donc c'est des sujets jeunes avec un traumatisme artériel et pour le patient diabétique, ils ne sont pas indiqués, comme je vous ai dit, pour le risque infectieux majeur. Toujours pour le traitement des patients diabétiques, et donc on doit bien sûr rassurer le patient, le mettre en confiance, lui expliquer que sa dysfonction érectile n'est pas venue par hasard, c'est pas le traitement, mais c'est un mécanisme physiopathologique complexe. Il faut bien sûr traiter le patient en entier et non pas uniquement le symptôme. Et donc, il faut traiter tous les facteurs responsables, y compris il faut équilibrer le diabète avant de donner un traitement. Il faut avoir un diabète équilibré. Bien sûr, pour les patients, surtout âgés de plus de 65 ans, proposer une collation avant l'effort ou pour les patients sous insuline pour éviter tout risque d'hypoglycémie, réduire les doses d'insuline. Bien sûr, pour les diabétiques de type 1, avec accord du médecin traitant, on peut débrancher la pompe pendant 2 heures, bien sûr, pour les patients qui sont sous pompe à insuline, mais en aucun cas, on doit arrêter un traitement et on doit éduquer le patient et insister sur ce point. Il ne doit pas arrêter son traitement sans avis médical, même si le patient rend responsable ce médicament sous traitement de sa dysfonction érectile. Toujours chez les patients diabétiques, l'amélioration de la dysfonction érectile par les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 est plus faible par rapport à la population générale, des taux de succès allant de 52 à 62%. Plusieurs études et publications récentes mettent en évidence le bénéfice du dépistage de la dysfonction érectile chez le diabétique de type 2 et la prise en charge par, de cette dysfonction érectile par tadalafil quotidien à dose de 5 mg avec un taux de mortalité moins élevé par rapport au groupe de diabétiques témoins. Bien sûr, comme on a vu, la thérapie psychosexuelle peut être prescrite simultanément si besoin. Comme vous voyez sur cette diapositive, une comparaison entre les différentes molécules, les différents inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Toutes les molécules ont une durée minimum de 30 minutes pour atteindre le taux plasmatique maximal. Seul tadalafil n'est pas affecté par le repas. Et bien sûr, toutes en matière d'effets secondaires, ils sont responsables de céphalée, dyspepsie, congestion nasale, etc. En conclusion, la dysfonction érectile est une pathologie fréquente. Elle est responsable d'une dégradation importante de la qualité de vie, mettant en danger l'équilibre du diabète et plus généralement l'équilibre de vie du patient. C'est un symptôme sentinelle, vu la relation significative entre la dysfonction érectile et la mortalité cardiovasculaire, et aussi, des fois, c'est l'élément annonciateur d'un diabète jusque-là méconnu. La satisfaction du patient est au cœur de la prise en charge. Il faut faire évoluer nos pratiques pour mieux intégrer la prise en compte de la pathologie sexuelle de nos patients diabétiques et aller au-devant de leurs demandes et de proposer des solutions thérapeutiques efficaces à adapter à leur profil. Je vous remercie pour votre attention.